Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue à tous, bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Pilote Podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Kevin Dupuche, le président de la FFA. Kevin, bienvenue à toi, merci de ce temps que tu me consacres et que tu consacres au podcast. Est-ce que tu peux te présenter, on va dire en quelques mots, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Moi c'est Kevin Dupuche, j'ai 44 ans. Je suis pilote d'aéroclub depuis l'âge de mes 14 ans. Je suis donc maintenant FI, FE, je suis également SFE au niveau aéroclub. Et ensuite, après, parallèlement, j'ai une activité professionnelle où je suis officier pilote de ligne chez Air France sur Airbus A350, donc sur long courrier. Okay. Et parallèlement aussi une association, une action associative, puisque je suis, comme tu l'as dit, président de la Fédération française aéronautique. Oui, en plus de tout ça. Alors comment, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé dans l'aviation? Comment est-ce que toi t'es tombé dans la marmite? Écoute, je pense que quand j'étais petit, très souvent le dimanche avec mes parents, j'allais faire du petit vélo quand on est gamin, bien sûr. Et on allait souvent, du vélo quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans. On allait souvent à l'aérodrome parce que c'était un espace vert où il y avait pas trop de voitures, etc. Donc je pouvais pas mal en faire là-bas. Et puis je pense que j'ai vu pas mal d'avions décoller, des petits DR400. Quand je faisais ça, et puis un beau jour, j'ai dit à mes parents, quand j'avais 14 ans, je dis je ferais bien un petit baptême de l'air là pour découvrir ça. Et ça a été la révélation, puisque après, quand je suis monté dans l'avion, je me suis dit voilà, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Donc, je pense que c'est le fait d'avoir un aéroclub pas trop loin de chez moi, un aérodrome, un espace vert. Je pense que c'est ça qui m'a amené un petit peu à l'aviation. En fait, dès le baptême de l'air, t'as tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Ah oui, clairement. Dès que je suis monté à bord, dans ma tête, j'avais 14 ans à cette époque-là, et même un petit peu avant, j'avais 13 ans, et je savais que c'était décidé, je voulais devenir pilote. Ça, c'était sûr. Ok. Comment ça a été perçu par ton entourage? Des fois, ça peut être problématique. Bien souvent, c'est bien perçu. Là, ça a été comment pour toi? Moi, j'ai pas des parents qui sont dans l'aviation, donc j'ai un père. Mon père aime bien l'aéronautique, mais il est pas dedans. J'ai personne qui est dans ce milieu. Mes parents m'ont soutenu de suite en me disant si tu veux faire ça, vas-y. Déjà, travaille à l'école, donc puisque c'est quand même quelque chose qui me demandait. Et voilà, non, mes parents m'ont toujours soutenu dans tous mes projets aéronautiques, et merci à eux d'ailleurs, parce que sans eux aussi, j'y serais pas forcément arrivé. Bon, quel est le premier, on va dire, deux avions, quel est l'avion sur lequel, donc du coup, tu as fait ton baptême de l'air, celui qui t'a donné la révélation, et quel est le deuxième avion, entre guillemets, on va dire, sur lequel tu as volé ou tu as été lâché? Alors, c'était le même type d'avion, c'était des DR400, forcément, le mythique DR400. Très donc, bon aussi bien pour le baptême de l'air, très bon avion, aussi bien pour le baptême de l'air que pour mon premier vol d'instruction, et toute ma formation de base jusqu'au PPL, j'ai tout fait sur DR400 120 chevaux. Donc, je me souviens de mon premier avion, c'était le Fox Golf Québec Delta d'ailleurs, un avion rouge et blanc, un DR400, et c'était un souvenir vraiment incroyable. Donc, tu as cette fameuse philosophie des R400 dont on parle beaucoup en club. Ouais. Souvent, j'ai entendu dire, on me disait, toi, t'es jeune, t'as pas encore la philosophie ou la fibre des R400. Donc, toi, ça fait vraiment partie de ton ADN. Moi, c'est rentré direct. Premier vol, tous mes vols, et j'adore cette machine. Encore actuellement, j'ai la chance dans mon club d'en avoir 4, et je vole très régulièrement dessus. C'est un super avion, il n'y a rien à dire. C'est un canapé volant. Pour ça, d'ailleurs, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a toujours autant dans les clubs. Ouais, c'est vrai. On a une petite tradition dans Pilote Podcast. C'est la fameuse question de savoir depuis combien de temps donc tu voles. Et alors, je pense que toi, tu vas un petit peu exploser tous les records, mais on aime bien aussi demander le nombre d'heures qu'ont nos pilotes dans Pilote Podcast. Alors, j'ai commencé à piloter, c'était en 1995. Ouais. Donc, ça fait quoi? Ça fait 31 ans déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Et j'ai un petit peu moins de 9000 heures de vol total. D'accord, ok. Voilà.
quelle place tu donnes au quotidien? Alors on va dire sans parler de la partie profession, parce que du coup fatalement, mais c'est remis au milieu des passionnés. Quelle place tu donnes à ta passion au quotidien, et est-ce que tu fais partie des rares personnes qui arrivent à un moment donné à couper et à se reconnecter un petit peu dans la vie et à stopper cette passion? Alors c'est difficile, c'est difficile actuellement parce que mes activités avec la FFA, on en parlera après, ça me prend quand même beaucoup de temps, donc je suis toujours très très connecté avec l'aviation. Au niveau aviation légère, j'y suis aussi pas mal connecté parce que mon club est à 500 mètres de chez moi, donc j'y suis assez régulièrement et j'adore voler aussi forcément. Mais aussi j'arrive quand même grâce à mon entourage proche, ma famille aussi à couper un petit peu parfois et j'ai d'autres activités on va dire semi-professionnelles à côté qui sont pas du tout dans le secteur aéronautique, et ça permet ça aussi d'avoir d'autres activités, de pouvoir se libérer l'esprit aussi, de voir ce qui se passe aussi à côté et de rester aussi connecté, on va dire, avec le monde réel. Et puis c'est aussi un milieu qui est le milieu aéronautique qui, comme on l'a dit, qui est très prenant, donc aussi se reconnecter, garder la connexion avec ses amis et son entourage aussi, ça c'est important. Donc j'ai des amis qui sont pas forcément tous dans l'aéronautique, donc quelquefois c'est important aussi de garder contact avec eux pour pas se couper du monde, quoi. Donc ça c'est assez important pour moi. Ouais. Et c'est pour ça que j'habite beaucoup toujours sur le bassin d'Arcachon, parce que c'est aussi un endroit qui me ressource beaucoup. Quand je suis là-bas près de la mer, c'est assez beau, et voilà, c'est un endroit que j'ai besoin pour aussi me vider la tête de temps en temps. Tiens, juste avant de parler de la manière dont tu es arrivé dans la ligne, je voulais savoir, quand on fait de la ligne comme toi, quel temps on arrive, ou du coup quel besoin en termes de temps on reconsacre à l'aviation de loisirs? Est-ce que quelque part alors c'est peut-être pas blasé, le mot il serait un peu fort, mais est-ce que t'as pas la sensation de retourner au boulot par exemple en faisant de l'aviation de loisirs? Non, pas du tout, parce que c'est pas du tout le même métier. On le voit avec l'aviation de ligne. Moi, sur du long courrier, on pilote au final très peu l'avion, puisque sur 13 heures de vol ou 10 heures de vol, on est deux, on va pas piloter tout le temps, ça c'est clair. Donc c'est presque un besoin pour moi de revenir en aviation légère pour pouvoir garder ses compétences de pilotage manuel, en fait, de pouvoir manœuvrer soi-même l'avion, de pouvoir le diriger, de pouvoir le guider. Donc c'est ça aussi qui est très important, de ressentir aussi son avion, même si on ressent très bien un avion de ligne, un gros avion, on arrive à presque à le piloter aux fesses, un peu comme un DR400 avec l'habitude. Ouais. Mais voilà, on a ce besoin aussi d'être de pouvoir piloter beaucoup plus, d'être encore plus acteur de notre vol que l'on est en ligne, puisque comme j'ai dit à un moment donné, en ligne on a beaucoup d'automatismes qui nous aident, bien évidemment, donc c'est moins on fait moins de mania, quoi, on va dire, voilà. Donc ça c'est intéressant pour ça, l'aviation légère, ouais. Et j'imagine que quand est-ce que, tiens, ça va être une question un petit peu personnelle qu'on se pose, est-ce que tu as cette même sensation que moi? Je parle pour mon club par exemple, on a un avion qui est équipé d'un pilote automatique, et j'ai moins quand je vole sur cet avion avec pilote automatique, j'ai moins la sensation et je suis moins rassasié de voler que quand je suis par exemple sur un DR400 qui est tout en manuel. Bah oui, c'est ça en fait. Donc, ouais, je pense que c'est le bon mot, être rassasié. Je pense que l'aviation légère et nos petits avions nous permettent vraiment de profiter et de vraiment être acteur dans encore plus de notre vol, comme je disais tout à l'heure. Donc ouais, c'est hyper important, je pense, de pouvoir piloter à côté de notre activité professionnelle pour garder cette comment dire, cette sensation, ouais, tout ça, c'est hyper important, je pense, ouais. Ok, alors tu es, donc comme tu nous disais, tu es aujourd'hui dans la ligne professionnellement. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours? Comment est-ce que du baptême de l'air, tu es arrivé jusqu'à pilote de ligne? Tu es passé par la voie PPL, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, alors moi je suis un pur produit aéroclub, comme je dis, un PPAC. Donc j'ai commencé un aéroclub à 14 ans, j'ai eu mon brevet de base à 17 ans, mon TT à l'époque, l'ancêtre du PPL, donc aussi à 17 ans en 99. Ensuite je suis devenu FI, donc instructeur en 2003 ou 2004. Ouais. C'est 2003 je pense. Ensuite je suis devenu FE en 2009. Ok.
Et donc, d'abord, ça m'a permis de monter pas mal mes heures. Donc cette partie associative aéroclub pour pouvoir ensuite aller en école professionnelle. Donc moi je suis allé à l'école Amaury-de-la-Grange dans le Nord à Merville. D'accord. Où j'ai fait ça en tant que privé à l'époque. Donc j'ai eu de la chance, je travaillais dans un supermarché à l'époque et donc j'avais pu avoir une partie de ma formation qui avait été financée par le fonds Gessif à l'époque, donc, puisque j'ai pas des parents qui sont très très fortunés, donc sans ce fonds Gessif j'aurais pas pu poursuivre. Et donc j'ai fait cette école à Amaury-de-la-Grange en 2007-2008, c'est ça, 2007-2008. Je suis sorti en juin 2008 d'école, c'était au moment où c'était la crise des subprimes qui commençait, donc tout s'est refermé à ce moment-là. Donc j'ai un petit peu galéré, je suis revenu en aéroclub bien sûr, j'ai continué à faire l'instruction. Et ensuite je suis rentré en début 2009, en juin 2009, le 1er juin, chez ATR Training Center à Toulouse où j'ai été instructeur sol sur ATR 4272, j'ai fait ça pendant 18 mois. Ouais. Et ensuite après, donc ça m'a amené à fin 2010. 2011, c'était encore des années de galère parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et en 2012, j'ai refait quelques missions un peu pour ATR à côté. Et ensuite, après, en 2012, j'ai été appelé par la compagnie Airlinair à l'époque, qui était une compagnie régionale française qui faisait beaucoup de vols en ATR entre Paris et les petites villes régionales. Il y avait Castres, Aurillac, Brie, Lannion, etc. J'en oublie. Agen, il y avait aussi Lyon d'ailleurs aussi à l'époque. Et j'ai été recruté par Airlinair en octobre 2012. Donc j'ai été officier pilote de ligne sur ATR 42, ATR 72. Puis ensuite, après, ça s'est été racheté par Hop. On est passé Hop en 2013. Ouais. Et ensuite, j'ai fait du CRJ en 2017. Donc, CRJ de Hop. 2017-2019. Parallèlement à ça, j'ai pu passer la sélection Air France en 2015, une sélection par Hop, la passerelle Hop qui existe. Et je suis rentré chez Air France en 2019, en août 2019, sur Airbus A320 pendant 3 ans et demi. Et là, depuis 3 ans, je suis sur Airbus 350. Voilà pour mon petit parcours. Voilà, donc parcours, ouais. Parcours assez sympathique. J'ai fait pas mal de machines intéressantes, donc aussi bien l'ATR qui est vraiment je comparais à un gros Cessna 172, le CRJ 1000 qui est un avion assez performant et assez complexe, mais que j'ai beaucoup aimé, l'Airbus A320 qui est vraiment une super machine et le 350 qui est totalement magique. Donc c'est mon bébé, comme je l'appelle, mon gros bébé. C'est vraiment un avion totalement extraordinaire. Voilà. Je suis ravi d'être sur cette machine. Et ce qui est beau, c'est qu'au départ, c'est parti d'un DR400. Comme quoi, d'un DR400, on peut arriver sur un 350. C'est ça. Et en passant uniquement par le terrain. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est l'une des grandes chances de la France, c'est d'avoir un maillage d'aéroclubs partout en France. Donc, l'aéronautique est quasiment à portée de tout le monde au niveau de la France. Ça, c'est important. Ouais. Et je pense que si j'avais pas eu un aéroclub près de chez moi, je serais pas là où j'en suis à l'heure actuelle. Donc, merci les aéroclubs. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui ont poussé un jour la porte d'un aéroclub et qui ont osé, qui ont peut-être réussi à devenir pilote de ligne ou ingénieur ou contrôleur aérien ou d'autres. Donc, je pense que voilà notre histoire française avec nos aéroclubs partout et nos écoles professionnelles aussi ou écoles même privées un peu partout en France. Je pense que ça permet de créer des vocations. Oui, mais c'est ça, on va en reparler justement des aéroclubs. Avant d'entamer la partie où on parle un peu plus de FFA, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, c'est une question aussi qu'on pose beaucoup dans Pilote Podcast, ces sensations que tu retrouves en vol. Alors ça peut être en pro ou en week-end sur avion de club. Moi, j'ai toujours coutume de dire que moi, ça me permet à la fois de m'évader et de laisser mes soucis au sol, en fait. C'est vrai que quand on décolle, il y a quand même cette magie où le téléphone passe plus, donc du coup, on a quand même la paix. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte comme sensation de vol quand tu es en l'air ? C'est vraiment une sensation de liberté déjà, donc il n'y a plus de barrière. Ouais. Et c'est une sensation vraiment c'est très paisible en fait, je trouve. Dès qu'on est en vol, c'est vraiment moi ça me rend presque trop zen en fait, on va dire, dans le sens où
voilà, effectivement, tous nos soucis sont par terre et puis on voit cette belle planète vue de haut avec tous ces beaux paysages. Ça fait vraiment rêver. Donc moi, c'est beaucoup un sentiment de liberté, on va dire, que ça me procure. Mais aussi bien sur l'avion léger que sur les gros avions, hein. Même quand on décolle avec un 350, on a cette sensation toujours de c'est ça, de liberté, de vision du monde, on va dire. On prend de la hauteur, voilà, c'est un peu dans les deux sens, prendre de la hauteur, et voilà, quelquefois on passe au-dessus de pays, on passe au-dessus de certaines régions, on se dit tiens, là il y a peut-être eu des conflits récemment, il y a peut-être eu des choses, et en fait on se dit au final c'est dommage parce que la planète, quand la voit de haut, il n'y a pas de frontières marquées, donc voilà, on est sur la même planète, donc voilà, je pense que c'est un sentiment vraiment de zénitude et liberté, moi, ça me procure cette aviation. Et tu arrives à retrouver cette zénitude même on va dire entre guillemets dans l'aviation de ligne, où quelque part tu as peut-être une pression un peu plus grosse parce que tu as quand même du monde derrière toi, ou est-ce que c'est la même zénitude que tu aurais en avion de club? Alors, il y a cette zénitude toujours qu'on voit quand je vois ces paysages, tout ça, etc. Et on a une responsabilité, on a une pression aussi qui est différente dans la ligne, puisque c'est quand même notre travail, et puis on a quand même une responsabilité effectivement d'avoir des passagers qu'on doit amener d'un point A à un point B. Mais ça aussi, ça fait partie de cet élément de liberté que je disais tout à l'heure, c'est que c'est beau de relier les gens entre eux. En fait, on sait qu'on va amener des gens qui vont partir peut-être en vacances ou qui vont retrouver des proches à l'autre bout de la planète. Ouais. Donc voilà, ce sentiment de liberté, il se retrouve là, de zénitude. Bien évidemment, sur des phases critiques, je vais pas être, je vais voir des zen quand même. Il y a quand même un peu de concentration et de travail, c'est normal, hein, ça reste un métier. Bien sûr. Mais il y a toujours ce sentiment de liberté, en tout cas, qui me frappe. Et voilà, et ça reste magique. Les vols restent magiques tout le temps. Je suis jamais lassé de partir en vol, en fait, aussi bien en avion léger que sur avion de ligne. Que sur de la ligne, ok. Pour finir, pardon, est-ce que tu aurais une anecdote? Je sais qu'on en a tous dans notre carrière de pilote, une anecdote un peu sympa, alors que ça soit en ligne, que ça soit loufoque, etc. Un truc que tu pourrais nous partager avant de rentrer un peu plus dans le sujet FFA. Voilà, je te laisse la parole sur une petite anecdote un peu sympa. Une petite anecdote, ça va être peut-être un peu loufoque. C'était en instruction, c'était quelque chose de marrant. Il y a un élève qui était un peu, un peu stressé tout le temps de faire de l'aviation. C'était le début, il découvrait. Donc moi, je suis assez cool quand même. J'essaie de le mettre en confiance. Et puis je me souviens, une fois, on allait se poser en Mernos, et puis on était en finale, et puis je sais pas, on devait être à 200 pieds sol, on était assez bas, et en courte finale. Et là, il me dit. Il me regarde, il me fait j'en ai marre, et il me donne les commandes. Comme ça, il voulait pas poser l'avion. Donc ça m'a un peu surpris. Ok. Voilà, donc c'était surprenant parce que je m'y attendais pas déjà. Ouais. Donc il a fallu reprendre vite les commandes et poser l'avion. Et donc c'était une anecdote un peu loufoque. Après, moi je suis un peu un chat blanc, il m'est jamais arrivé de gros trucs particuliers en avion. J'ai jamais eu de grosses pannes, j'ai jamais eu de problèmes aussi bien en ligne qu'en avion léger. Donc voilà, moi je suis un peu le chat blanc, on va dire. Ah, tant mieux. Je touche du bois pour que ça dure, voilà. Donc, ouais, c'est ça, tant mieux. Tant mieux, mais c'était cette petite anecdote loufoque, on va dire que ça m'avait un peu surpris. Et donc depuis ce temps-là, depuis qu'il y a eu ça, maintenant dès que je suis en courte finale, j'ai toujours mes mains prêtes à reprendre le manche, à bondir, voilà, en cas de problème. Voilà, ça m'a un peu vacciné aussi contre le côté où j'essaie beaucoup faire mes élèves. Donc là, ça m'a un petit peu vacciné, on va dire. Oui, mais surtout à 200 pieds sol, ça peut être. Ouais, ça laisse pas beaucoup de marche, quoi, au final. Ouais, c'était surprenant. Ok, bon. Très surprenant. Effectivement, loufoque, je valide. Allez, revenons un petit peu au niveau de la FFA. Alors, comme on disait tous les deux en intro d'émission, donc tu es président de la FFA. La première question, c'est comment le devient-on? Comment ça s'est passé pour toi? Et comment tu as vécu ça? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien accueilli et ça fait peur? Voilà. On fait un tirage au sort parmi tout le monde et puis voilà, il y a un gagnant. Non, je déconne. Président de la FFA, c'est pas une décision. En tout cas, quand on se présente pour devenir président de la fédération, c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère parce que c'est
c'est une vraie responsabilité et ça, je m'en suis rendu compte. Vraiment, j'ai ressenti cette pression au moment de l'élection, juste au moment où un petit peu avant d'être élu, donc le matin, j'étais le seul candidat, donc c'était peut-être plus facile d'être élu, mais j'ai ressenti quand même cette pression et c'était une drôle de sensation en fait, une sensation d'excitation, une sensation de peur, une sensation de je sais pas, c'était vraiment quelque chose de très particulier. J'ai très mal vécu, on va dire, cette AG quand j'ai été élu, en tout cas les instants avant d'être élu. Ouais. Je me souviens d'ailleurs, j'étais encore secrétaire général, mon rapport d'activité du matin, j'étais vraiment pas dedans, c'était vraiment très très bizarre comme sensation, voilà. Donc c'est une véritable responsabilité et puis on devient pas, je pense qu'on ne devient pas président de fédération comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment être investi. Moi, ça faisait un petit moment que j'étais investi au bureau directeur de la fédération puisque je fais partie de l'instance depuis 2009. Donc j'ai gravi pas mal d'échelons avec les différentes équipes, les différents bureaux directeurs. Il y avait Jean-Michel Ozou, il y avait Jean-Luc Charon. Tout ça, donc Pierre Codeur aussi à l'époque était secrétaire général qui m'a pas mal pris sous son aile. Ouais. Donc j'étais un peu formé pour en tout cas à la politique de la fédération et puis après à un moment donné il a fallu se lancer quand Jean-Luc a décidé de ne pas se représenter, on en a discuté et donc je me suis présenté pour lui succéder à la tête de la fédération. Donc c'est une véritable responsabilité parce que déjà on a du personnel fédéral, on a quand même 20 employés à la fédération à Paris plus 4 personnels détachés du ministère des Sports. Donc c'est quand même une PME, donc il faut gérer ça, il faut gérer ce personnel-là, il faut gérer ses employés. Donc ça c'est déjà un premier point. Et ensuite après on a toute cette défense de l'aviation légère à organiser, il y a plein de sujets sur lesquels on va travailler. On va sûrement venir peut-être après peut-être un peu en détail. Il y a de la communication, bien sûr, il y a de l'événementiel, il y a le juridique, il y a de l'assurantiel. Il y a plein de choses. On travaille avec les instances, avec la DGAC, avec le ministère des Sports, avec l'Europe. Donc c'est très très varié. Mais par contre, c'est hyper intéressant maintenant. Et c'est vrai que cette sensation au début était assez désagréable, notamment le jour de l'élection. Ouais. C'est pas facile. Finalement... On sent qu'il y a un poids qui se pose sur toi et puis aussi il faut faire. Moi, je suis quelqu'un d'assez d'assez fidèle à moi-même et aussi assez respectueux des gens de manière générale. Donc, j'ai envie de faire bien par rapport aux gens qui m'ont élu. Donc, j'ai aussi un devoir vis-à-vis d'eux. Ils m'ont élu. J'ai été élu facilement. Mais je leur dois quelque chose et je leur dois ce travail et je leur dois le fait que cette fédération doit continuer à se développer, doit continuer à évoluer et que notre aviation légère et sportive perdure au fil du temps. Donc oui, c'est un vrai challenge. Mais finalement quand même t'étais préparé avant, donc tu n'as pas été lâché comme ça tout seul dans le grand bain. Non, bien sûr, j'étais comme j'ai dit, depuis 2009, j'étais au bureau, donc les affaires, on est au courant de ce qui se passe quand même, donc j'avais une certaine légitimité pour succéder à Jean-Luc Charon, bien sûr. Ok. On va revenir sur tes responsabilités en tant que président. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, comme tu disais, ces attentes qu'on a envers toi ? Les attentes, elles sont un peu différentes en fonction d'où on se place. Donc forcément, il y a des attentes du côté de mon personnel, donc forcément de ce qu'on a un nombre de licenciés qui augmente, que on a un budget qui fonctionne bien pour qu'on puisse les garder, bien évidemment, parce que c'est des employés. Donc si demain, je sais pas, le nombre de licenciés divisé par 3, on n'aura peut-être pas les mêmes finances, donc il faudra peut-être que je me sépare de personnel. Donc ça, c'est pas le but, bien évidemment. Donc il y a ce premier point vis-à-vis de mon personnel, et ensuite après, vis-à-vis de mes licenciés et de mes présidents de club, bien évidemment, le but c'est de promouvoir notre activité, de faire que l'aviation légère soit reconnue au niveau institutionnel, au niveau de l'Europe aussi, qu'elle soit soutenue. Ça, c'est un point essentiel. Et puis aussi qu'on puisse soutenir, nous, au niveau de la fédération, nos aéroclubs qui sont des associations loi 1901, bien sûr, avec plein de bénévoles, ça tu le sais. Ouais. Et on sait que très bien qu'actuellement, pour pas mal de clubs, il y a des problèmes
des problèmes de renouvellement de flotte, des problèmes financiers aussi. Donc, on essaie de tout faire pour les soutenir. On crée des nouvelles initiatives pour essayer de trouver des nouveaux financements, puisqu'on sait très bien que les financements d'État, ça va pas forcément durer. On voit très bien ce qui se passe quand on regarde les informations. Donc voilà. Donc, on essaie de trouver des nouvelles méthodes pour pouvoir les aider à peut-être renouveler leur flotte, à acheter des avions, mettre des équipements silencieux pour réduire le bruit, aussi pour les jeunes, pour pouvoir peut-être développer des nouvelles bourses. Donc plein de choses. On est sur plein de sujets pour pouvoir développer nos aéroclubs dans le futur. Donc ça prend du temps, c'est pas simple. C'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'on commence à y arriver. Donc il y a des choses belles qui sont en train d'arriver. Donc voilà, en tout cas, on met toute notre énergie pour les défendre, ça c'est sûr. Alors justement, avec tout ce que tu viens de nous énoncer là, comment on arrive à trouver le temps entre ta vie pro, ta vie à la FFA et ta vie de famille? Tu dors plus la nuit en fait. C'est déjà ouais. J'ai de la chance d'avoir une famille qui accepte beaucoup mon engagement à la fédération, donc ça c'est déjà un point essentiel. Hein, donc ça c'est bien. Après au niveau d'Air France, bien évidemment j'ai un petit accord pour pouvoir avoir quelques jours supplémentaires pour la fédération par mois, donc ça me permet aussi d'avoir un planning qui est un peu plus léger. Oui. Et d'ailleurs je remercie beaucoup Air France et son directeur des opérations aériennes Laurent Lafontan et Mathieu Rochefer, le DRH, qui m'ont beaucoup aidé pour ça, parce que eux aussi ont compris que la fédération c'était un premier maillon pour peut-être leurs futurs pilotes aussi. Hein, donc voilà, donc ils me soutiennent bien là-dessus. Donc tout ça me permet d'avoir un peu de temps. Et puis après sur les escales, quand je suis en long courrier, on a toujours du wifi par là, donc ça peut être intéressant. On a toujours 2-3 heures pour faire des mails, on a toujours 2-3 heures pour faire des visioconférences. Puis après, sur mes jours de repos, toi aujourd'hui j'étais en repos, j'ai passé toute ma journée à bosser pour la fédération. Demain, c'est pareil. Jeudi, vendredi, samedi prochain, je serai sur Paris et sur Lyon aussi pour des réunions et puis aussi pour voir certains clubs. Donc voilà, c'est un engagement de tous les jours et ouais, c'est quelque chose qui est très très prenant et quand on veut bien faire les choses, moi je suis assez perfectionniste, ça prend du temps. Ouais. Et encore une fois, il faut savoir. Petite anecdote, le point le plus important, c'est l'agenda en fait. Donc j'ai un agenda papier parce que moi je n'arrive pas à travailler sur les agendas électroniques. Donc j'ai un agenda papier et il me suit tout le temps. J'ai toujours avec moi tout le temps. Donc aussi bien en vol, tout le temps. C'est presque la partie la plus importante de ma vie, c'est mon agenda et il faut que l'agenda, je le remplis au fur et à mesure. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait de petits grains de sable dans l'organisation et les moindres grains de sable, quelquefois, ça fait tout décaler. Et globalement, l'agenda marche bien. Donc ça, c'est le point vraiment essentiel. C'est peut-être ça la clé c'est peut-être ça en fait, hein, la clé, c'est effectivement l'agenda papier. On est en début 2026. C'est difficile pour moi de ne pas te poser cette question. Est-ce que tu as des projets en tête par rapport à la FFA? Ouais, alors des projets 2026, on en a pas mal déjà. Donc avoir peut-être un plus long terme aussi. Ouais, déjà avoir un nombre de licenciés qui réaugmente. Pour le moment, les premiers chiffres de 2026 sont pas trop mal, donc on voit qu'il y a quand même un attrait qui est assez intéressant des gens vers notre aviation légère et sportive. Donc ça, c'est un point positif. En projet, on a aussi un gros projet. On aura la réponse d'ici 15 jours par la Fédération internationale, c'est de pouvoir accueillir les championnats du monde de voltige aérienne. Ouais. Pourquoi pas en 2027 en France. Donc ça, c'est un gros projet aussi qu'on a. Donc on saura ça à la fin du mois si la Fédération internationale nous accorde sa confiance et nous fasse organiser ces championnats du monde de voltige qu'on avait fait en 2015, en 2019. Donc ça, c'est un gros projet. Et après, il y a des projets, il y a des centaines. Je ne pourrais pas tous les détailler. Il y a plein de trucs. Il y a des projets sur la refonte de l'intégralité du système d'information de la fédération. Donc tout ce qui est informatique, on en travaille dessus beaucoup pour refaire un nouveau site internet, plein de nouveautés, beaucoup aussi de
le serveur back-office pour les aéroclubs pour que ce soit plus facile pour eux, pour la gestion des licences, etc. On travaille beaucoup aussi avec des prestataires externes pour donner des liaisons avec des logiciels de gestion d'aéroclubs, enfin plein de choses comme ça. Donc il y a énormément de projets sur la fédération. On a beaucoup de projets aussi sur tout ce qui est communication, sur de nouveaux spots télé, enfin plein de choses pour promouvoir notre activité. Donc ouais, beaucoup de projets. Je crois. Ouais. Et c'est bien, ça montre le dynamisme. Ça montre le dynamisme de la Fédé, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt cool. Avec le recul, on va dire que c'est un petit peu la question contre-pied. Est-ce qu'avec le recul, il y aurait des choses que tu aurais fait différemment, par exemple ? Ouais, j'aurais peut-être fait différemment 2 points. Déjà, c'était plus anticiper le renouvellement de l'informatique. On n'a pas pris le virage assez rapidement sur la rénovation du site et tout ce qui était nos bases de données derrière en back-office. Ça, on s'est pris un peu trop tard, donc c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû anticiper, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Et le deuxième point, c'est peut-être, mais c'est plus avec du recul, c'était l'arrêt du brevet de base au profit de l'autorisation de base d'Apple, l'ABL, qui n'a pas été bien perçu ou bien compris aussi bien par certains clubs que par l'autorité. Donc, on aurait peut-être dû faire différemment la création de cette ABL, mais bon, pareil, à un moment donné, il y a des contraintes aussi temporelles, il y a des contraintes européennes, donc c'est pas facile. Donc, quelquefois, il faut prendre des choix, il faut faire des décisions. Elles s'avèrent plus ou moins bonnes quelquefois, comme ça. Oui, ça permet aussi d'avoir des axes d'amélioration. Ouais, des axes d'amélioration, oui, bien sûr. On va parler un petit peu plus FFA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aussi des gens qui écoutent Pilote Podcast par curiosité et qui ne connaissent pas le milieu. Et puis, même pour les licenciés, je pense qu'entre guillemets, une piqûre de rappel ou un point chiffre, ça peut être pas mal. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement la FFA et par exemple nous donner quelques chiffres, le nombre de licenciés, le nombre d'heures, etc. Bien sûr. Alors la FFA, c'est 600 aéroclubs qui sont basés sur 450 aérodromes en France métropolitaine et en Outre-mer. Ouais. On est à un peu moins de 50 000 licenciés en 2025. Au niveau des heures de vol sur 2024, parce que j'ai pas encore les chiffres de 2025, on était aux alentours de 500 000 heures de vol avec 250 000 heures de vol en double commande. Donc c'est-à-dire tout ce qui est école. Donc c'est-à-dire qu'on est la première école de pilotage en Europe, avec 250 000 heures de vol, à travers nos aéroclubs, bien évidemment. On est le deuxième groupement de pilotes privés dans le monde, deuxième après les États-Unis, et on est bien sûr le premier en Europe, et on représente plus de 50% des pilotes privés européens. Ah ouais, rien que ça. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Quelle est ta Et tout ça, c'est issu, excuse-moi, issu bien évidemment de l'aviation populaire. Hein. On a un maillage qui est historique, qui a été créé du temps de l'aviation populaire. Donc c'est pour ça aussi que c'est quelque chose d'important. Et c'est aussi grâce aux aéroclubs et grâce à ce maillage créé à l'époque qui fait que notre secteur aéronautique français de manière générale est très dynamique et aussi le premier, c'est un secteur mondialement reconnu. Et c'est grâce aussi à ces aéroclubs, à toutes ces organisations qui sont sur le sol français, aussi bien, je parle des avions, mais aussi nos amis du planeur, de l'ULM, etc. Donc tout ce microcosme aéronautique qui était créé à cette époque fait très certainement qu'on est leader dans le secteur aéronautique au niveau mondial, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on préserve absolument, puisque si on perd ce maillage, si on perd ces aéroclubs dans les années qui arrivent, c'est toute la filière et tout le secteur aéronautique français qui sera impacté, et peut-être que dans 20 ou 30 ans ou 40 ans, dans ces cas-là, le Airbus ne sera peut-être plus français, donc ou européen. Donc c'est peut-être pas ce qu'on veut. Donc il faut impérativement défendre ce maillage et le promouvoir, parce que c'est important. Ce qui fait qu'on a des ingénieurs, des pilotes, des techniciens, des mécaniciens. C'est grâce à ce maillage qu'on a mis en place, qu'ils ont mis en place à l'époque du tour d'aviation populaire. Oui, c'est ça. Et puis des gens qui ont commencé, comme tu disais, sur un DR400 et qui arrivent à être sur 350. Enfin, pour moi, je trouve que le job du club, il est complètement rempli quand on en est arrivé là. Parce que autant assouvir la passion de passionnés, c'est très bien, et c'est aussi une part du gâteau qu'il faut prendre en compte. Mais aussi cette professionnalisation qui part des clubs, et même des fois, comme tu le disais aussi, ce sentiment qui se crée quand on fait un baptême de l'air, la personne qui a le déclic, quelque part, c'est super beau. C'est grâce à ça aujourd'hui, comme tu dis, c'est un petit peu le réservoir professionnel.
Ah bah totalement. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que les aéroclubs, on a aussi ce côté, comme on l'a dit, social. Donc c'est-à-dire que ça permet à n'importe qui de pouvoir pousser la porte, de découvrir ce milieu aéronautique. Et même si on n'est pas financièrement très aisé, le fait de découvrir par le BIA, peut-être dans un collège, un lycée, de faire un vol de découverte, ça va peut-être permettre tout simplement de se dire tiens, je vais peut-être devenir peut-être pas pilote parce que j'aurais peut-être pas forcément les moyens financiers pour aller jusqu'à un pilote professionnel ou autre, mais peut-être devenir ingénieur ou technicien ou mécanicien et avoir de très très belles carrières dans le secteur aéronautique. Donc voilà, donc c'est tout un microcosme qu'il faut qu'on défende et qu'il faut promouvoir aussi auprès de tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Quel est justement à ce propos, toi, quelle est ta vision sur l'avenir de l'aviation ? C'est vrai qu'il y a, on entend beaucoup, il y a un gros morceau qui parle de l'aviation thermique versus l'aviation électrique. Alors, on comprend que globalement, on s'oriente petit à petit vers l'aviation électrique. Mais finalement, on a ce même problème que dans l'automobile, c'est-à-dire qu'on a l'autonomie qui pêche un petit peu. Et puis d'un autre côté, on a aussi tous ces rapports de nuisances sonores. Moi, j'entends de plus en plus parler des rapports Calypso. D'ailleurs, il y avait un sujet dernièrement, si je me trompe pas, dans Info Pilote. Quelle est ta vision de ça ? Est-ce qu'on va pouvoir être full électrique un jour ? Est-ce que on va réussir avec des silencieux, avoir des moteurs un petit peu plus silencieux ? En fait, il va falloir aménager un petit peu une entente entre les pratiquants et le voisinage, les personnes extérieures à tout ça. Oui, alors le Covid a fait beaucoup de mal à ce niveau-là, puisque les gens se sont habitués à du silence, et puis il y a eu aussi la création de tout ce qui est ce télétravail qui n'existait pas trop avant. Ouais. Donc, ce qui fait que les gens sont beaucoup plus chez eux, donc sont beaucoup plus sensibles effectivement aux nuisances. D'autant que ça a été promu par certains partis et certains médias en parlant l'aviation bashing à un moment donné. Donc l'aviation était très mal perçue, très mal vue par tout le monde. Donc il y a des innovations qui arrivent. Est-ce qu'on sera un jour 100% électrique ? Non, je pense pas que ce soit souhaitable. On n'y arrivera pas à avoir une aviation 100% électrique. Pourquoi nous, la FFA, on s'est lancé dans l'aviation électrique ? Parce que il a fallu montrer à un moment donné à des gens, à des riverains, à des politiques, que l'aviation faisait sa transition. Oui. Et ça, nous, on n'a pas attendu le bashing. On a commencé dès 2011. Je me souviens, c'était l'Assemblée générale de Biarritz à l'époque, où Jean-Luc Charon, il n'était pas encore président, il était trésorier, et parlait de l'aéroclub du futur, en disant que ça serait des nouvelles motorisations, ça serait des avions moins bruyants, moins polluants, etc. Il fallait aller sur ce côté-là. Alors, on a commencé, nous, à travailler beaucoup sur l'avion électrique, parce que c'était un des projets qui nous était présentés à l'époque et qui tenait la route. C'est pour ça qu'on a beaucoup soutenu, on a beaucoup parlé du VNC Electro. Le VNC Electro, je rappelle, c'est le seul encore avion certifié au monde électrique. Il n'y en a pas eu d'autres depuis 2017. Il y a eu énormément de projets, il y en a eu des dizaines. Et on voit que il y en a très peu, même pas qui sont sortis en certification. Il n'y en a qu'un seul. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver prochainement, peut-être avec Aura Aero, Bristol, etc. Et initialement, c'était le seul. Et cet avion nous a permis de débloquer des situations sur certains terrains. On prend par exemple tous une noble qui était vouée à la fermeture à un moment donné. Le fait d'avoir amené l'avion électrique, d'avoir montré que l'aéronautique était en pleine transition énergétique pour avoir des avions qui soient moins gourmands, moins bruyants, moins polluants, des avions beaucoup plus verts, on a pu le faire comprendre ça à des politiques et à des riverains. Donc ça, c'était ça qui était important. Donc c'est de montrer que une transition, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas du on-off, ça va pas se faire en un jour, ça va prendre du temps. Et en fait, en montrant cette aviation électrique à l'époque, c'était un point pour leur dire, regardez, ne fermez pas les aérodromes, ne fermez pas les aéroclubs parce que la transition est en marche et ça arrive. Alors effectivement, il y a des discours que je lis, que je vois encore sur les réseaux, encore très récemment sur l'avion électrique. Oui, c'est pas la panacée, mais ça existe. Ça existe. Et encore une fois, il faut que nous, dans notre milieu, il faut qu'on puisse être solidaires de tout ce qui se fait en termes d'innovation. C'est pour ça aussi qu'on soutient d'autres innovations, notamment avec Neofuel, avec Turbotech et la turbine sur un DR400. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place. Et il faut soutenir toutes les initiatives, lorsqu'elles ne sont pas loufoques, bien sûr, lorsqu'elles sont sérieuses. Et il faut qu'on soutienne ces innovations parce que
l'aviation doit évoluer. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que moi je ne sais pas dire à l'heure actuelle, dans 30 ans, dans 40 ans, quel sera l'avion type dans un aéroclub. Ça, c'est ça qui est génial. On sait pas. Autant il y a 50 ans, on aurait pu dire, ça sera le DR400 avec un moteur à Lycoming et la 400 LL. À l'heure actuelle, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on marche. C'est pour ça qu'il faut qu'on marche sur toutes les innovations. Il faut qu'on les aide. Est-ce que ça sera de la turbine? Est-ce que ça sera de la jet à 1? Est-ce que ça sera que de l'électrique? Est-ce que ça sera que du thermique encore? Je sais pas. Et c'est ça qui est très excitant actuellement, c'est de voir tous ces nouveaux projets et de les suivre et de les porter, quoi. Parce que ça, c'est important. Est-ce que finalement nos DR400 vont pas évoluer comme, si je me trompe pas, c'est Logne qui a upgradé un DR400 en mettant un Rotax, donc du coup moins bruyant qu'un Linco et qui tourne au 98. Et du coup, qui probablement a des normes de pollution un petit peu en dessous, ça pourrait être aussi ça. Par exemple, on n'en parle pas beaucoup de ce type de moteur. Alors je sais que pour beaucoup, Rotax n'est pas certifié aviation, mais pour le coup, ça reste un moteur qui consomme finalement sur des petits avions, on va être à 15 litres. C'est à l'heure, c'est presque rien du tout. Au final, on parle beaucoup de l'avion électrique, mais finalement, peut-être pas assez de ce progrès qu'on fait sur le thermique. Alors nous, on en parle pas mal dans Infopilote, notamment, le magazine de la Fédération. On en parle beaucoup au niveau de nos clubs. Et effectivement, le STC qui existe maintenant pour équiper les DR400 d'un moteur Rotax, pour moi, c'est le 912 IS, donc pour l'équivalent des DR400 120 chevaux. Ça marche bien et c'est efficace. Et ça aussi, ça va dans le sens de la transition. Il y a une hélice 3 pales en tripale avec en plus, donc ça fait moins de bruit. Donc ça, c'est des innovations que nous aussi, on soutient lorsque les clubs font, puisqu'on peut leur octroyer au niveau de la fédération un prêt à taux zéro pour pouvoir les aider à financer ces rétrofits. Et c'est quelque chose qui existe, oui. Et il y aura d'autres innovations qui vont arriver, sûrement un DR400 turbine un jour, peut-être les DR400 140B rétrofités avec des 916 IS, pourquoi pas. Peut-être que l'Icoming évoluera aussi en acceptant d'autres types de carburants. Il y a des STC Bogas aussi qui existent, il y a plein de choses. Et ça, il faut qu'on réussisse à le soutenir pour faire évoluer nos clubs, ça c'est sûr. C'est sûr que le modèle, on va dire DR400 ou avion ancienne génération, on va dire, avec un moteur qui est trop bruyant, ça passera plus sur certains aérodromes. On le voit de plus en plus, notamment ce qui fait beaucoup de bruit, ce qui gêne beaucoup les riverains. C'est pas forcément l'avion qui part en voyage qui décolle. Ce qui va gêner le riverain, c'est le survol répété. Donc c'est le tour de piste. C'est pour ça aussi qu'on avait mis cet avion électrique. Beaucoup de gens disent oui, mais on peut rien faire avec l'avion électrique. Oui, c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose avec l'avion électrique, mais on peut faire des tours de piste avec l'autonomie qu'il a. Et justement, si on fait des tours de piste avec un avion électrique, par exemple à Toussus, le riverain qui est en dessous, il n'entend pas l'avion électrique puisqu'il est très peu bruyant, et quand il passe au-dessus de nous, on n'entend même pas qu'il passe au-dessus de nous. Ça calme aussi le riverain. Voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc d'avoir des clubs aussi qui s'engagent sur des avions nouvelle génération. Il y a aussi des avions Elixir par exemple, qui sont moins bruyants, qui sont moins gourmands. Ça aussi, c'est bon pour la transition et c'est bon pour nos riverains. Donc voilà, donc il y a toute une évolution en cours. C'est ça qui est intéressant. Ouais, qui permet au moins de faire un petit peu cohabiter tout le monde. Pour rester dans ce qu'on disait, la vision, on va essayer de développer un peu plus la vision des aéroclubs et notamment les rampes de professionnalisation. On entend quand même assez souvent cette phrase, encore une fois, sans leur jeter quoi que ce soit de la part des riverains. Mais voilà, on va dire qu'on est sur le quart d'heure où c'est un petit peu plus négatif. Beaucoup parlent de bobos qui arrivent à voler le dimanche. Quelle est toi ta vision sur ça, le fait qu'il faille aussi faire comprendre peut-être un peu plus que de par ces gens qui volent et qui effectivement font du bruit mais vont en faire de moins en moins, il y a aussi cette rampe de professionnalisation dont toi tu viens par exemple. On a peut-être aussi péché tous par orgueil dans le milieu aéronautique. On sait qu'il y a des personnes qui ont des égos énormes. C'est un milieu où on a des égos qui sont un peu plus développés que dans d'autres secteurs. Ça, c'est clair, il ne faut pas se leurrer. Et je pense qu'on a péché par orgueil en disant, on est des pilotes, on fait un peu ce qu'on veut et on s'est un peu refermé sur nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que les gens, en fait, moi, quand je rencontre des gens, quand je rencontre des politiques locaux, l'aérodrome, ils ne le connaissent pas. Ouais. Ils savent pas ce qu'on y fait.
Ils savent pas qui on est. Et effectivement, il y a beaucoup de discours où ils pensent qu'on est effectivement les 50 friqués du dimanche après-midi qui sont plaisir avec leurs machines qui leur appartiennent, mais pas du tout. Et quand on explique ça à des maires, quand on explique ça à des collectivités locales, quand on explique ça à des riverains, qui on est et ce qu'on fait, ça change le discours, ça change la vision qu'on a de l'aérodrome et souvent, ça inverse un peu les tendances. Et ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on pousse, nous, pour ça que la Fédé, elle pousse les aéroclubs à faire des journées portes ouvertes, à faire des opérations de communication auprès du grand public, auprès de la population locale, pour montrer ce qu'on y fait à l'aérodrome, qu'on n'est pas uniquement des friqués à se faire plaisir le dimanche après-midi, qu'on a un secteur social, qu'on fait du BIA dans les lycées, dans les collèges, qu'on forme nos jeunes à devenir, à rentrer dans le secteur aéronautique. On va leur donner des perspectives professionnelles, on va leur donner un avenir professionnel avec des métiers qui sont quand même très enrichissants, qui sont professionnellement parlant très intéressants. Donc voilà, il y a tout ce secteur, il y a toute cette communication qu'on n'a peut-être pas fait à l'époque depuis peut-être une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Et ça, il faut qu'on récupère ça. Il faut qu'on fasse cette communication, ce travail auprès de nos décideurs locaux et auprès des riverains pour leur expliquer ce qu'on fait sur un aérodrome, ce qu'on fait dans un aéroclub. Ça, c'est hyper important. Au final, cette communication là dont tu parles, ça représente, j'ai l'impression que ça représente finalement une grosse partie de ta casquette de président de la FFA, puisque ça va permettre notamment de faire mieux connaître les choses et de réussir à créer une entente. Alors, tu disais, nous, en tant que club, on peut participer à ça en faisant des journées portes ouvertes. Est-ce que tu as d'autres éléments, par exemple, qui pourraient venir aider les clubs à aider et à créer cette entente avec les riverains, ou même venir casser un petit peu ces stéréotypes ? Oui, alors comme j'ai dit, c'est les journées portes ouvertes, ça c'est clair, ça il faut pas hésiter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait en mai tous les ans cette communication 600 aéroclubs vous ouvrent leurs portes, parce que nous, la fédération, on peut communiquer au niveau national, et donc ça permet aux aéroclubs de rebondir sur cette opération nationale et de faire venir des gens sur la plateforme, faire venir des riverains, faire venir des journalistes, faire venir des politiques pour montrer ce qu'on y fait. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, pour moi le plus important, c'est aller dans les collèges, dans les lycées pour développer le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Ouais. Ça c'est un point essentiel. Si ce BIA, alors ça prend du temps, oui, ça prend un peu de ressources. On est tous bénévoles. Moi, le premier, je rappelle qu'en tant que président de fédération, je n'ai pas de rémunération en tant que président. Je suis bénévole comme la plupart des présidents de club. Ça, c'est important de le rappeler. Ouais, donc, le BIA, ça prend un peu de temps, mais derrière, on voit tout ce que ça va créer. Ça va créer des choses énormes. C'est-à-dire que les gamins vont venir apprendre l'aéronautique. Ensuite, il y aura une convention peut-être avec le club pour faire 1 ou 2 vols de découverte ou 1 ou 2 vols BIA, ce qu'on appelle les vols BIA. À partir de là, les parents vont venir sur le terrain, ils vont voir que leurs enfants, ils ont appris quelque chose, ça va peut-être leur créer un projet professionnel. Donc ces parents-là, si un jour des riverains critiquent l'aérodrome et lancent une pétition pour fermer l'aérodrome, peut-être que ces parents-là diront non, attends, mon fils il est passé par là, ma fille elle est passée par là, les gens sont hyper sympas, ça s'est très bien passé, je vois pas pourquoi je fais une pétition. Donc il y a tout ce travail qu'il faut faire par les journées portes ouvertes et par le BIA, qui est pour moi essentiel pour légitimer le club au niveau d'une cité, au niveau d'une collectivité, au niveau d'un territoire. Ça, c'est essentiel. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler des activités ? On va revenir un petit peu dans le côté un petit peu plus, on va dire, sympa, entre guillemets, de ce que propose la FFA. Alors, je pense notamment au rallye aérien, tout ce qui est ANR, la voltige, etc. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus pour expliquer cet éventail de choix d'activités qu'on peut avoir via la FFA ? Oui, bien sûr. Donc, on est une fédération reliée aussi au ministère des Sports. On est une fédération sportive. Donc, on a 4 sports aériens. Donc, on a bien sûr le rallye aérien, le pilotage de précision, qui sont des genres de courses d'orientation qui sont dans les airs à 1 ou 2 pilotes à bord. On a l'Air Navigation Race, qui est la nouvelle discipline aussi créée par la FAI, qui ressemble aussi beaucoup à une course d'orientation. Et aussi la voltige aérienne, qui est la discipline, on va dire, de haut niveau, la discipline reine. Donc ça aussi, c'est un élément où on est essentiel, parce que grâce à nos aéroclubs, grâce à nos écoles de voltige, on est leader dans la plupart de ces disciplines, notamment en voltige, où on truste tous les podiums à chaque compétition internationale.
Donc voilà, donc ça prouve aussi que ce qu'on fait en aéroclub, voilà, ça marche. Et puis on crée des champions. Hein. On a Michael Barajo, j'y pense, en termes de voltige, Louis Vanel qui ont commencé comme ça en aéroclub. On a pour le rallye aérien, on a Julien Chériou, on a David Le Gentil qui ont été 3 fois champion du monde. On a Charles Chauvet, je pense que tu connais, sur Reims, qui faisait partie de l'équipe de France et qui maintenant est entraîneur de l'équipe de France de rallye. Ouais. Donc voilà, donc on crée des champions, et ça aussi c'est intéressant. Et c'est aussi un point essentiel, c'est que l'aérodrome, du fait de notre attachement au ministère des Sports, l'aérodrome est considéré comme un équipement sportif au même titre qu'un stade de foot ou qu'une piscine municipale. Donc ça aussi, la double casquette qu'on a, notamment avec le ministère des Sports, permet aussi d'avoir des arguments pour ne pas fermer un aérodrome, puisqu'on est un équipement sportif. Est-ce qu'un maire serait capable de fermer demain matin un stade de foot ? L'aérodrome, c'est pareil. Oui, tout à fait. Avec autant de nuisances au ratio qui pourraient subvenir envers un stade de foot. On est bien d'accord là-dessus. Avant de finir cette interview, une dernière question. Quel conseil tu donnerais à une personne qui hésiterait encore, qui écoute ce podcast et qui se dit j'hésite à pousser la porte de mon aéroclub parce que j'ai peur ou j'ai des préjugés. Quels seraient, toi, les conseils que tu leur donnerais à ces personnes-là ? Je leur dis qu'il faut absolument ne pas hésiter. Il faut vraiment qu'ils y aillent à fond et qu'ils testent, qu'ils poussent la porte de l'aéroclub, qu'ils aillent rencontrer les gens, qu'ils discutent et puis qu'ils essayent. C'est une école avec beaucoup de valeurs, l'aéronautique. On va apprendre beaucoup de choses, de rigueur, de respect, d'organisation. Il y a vraiment énormément de valeurs, d'humilité aussi. Voilà, donc c'est vraiment une belle école, et donc pousser la porte d'un aéroclub. Et puis moi, si j'avais pas poussé la porte de l'aéroclub à l'époque, je serais pas là où j'en suis. Donc voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est socialement, on trouve de tout. Et encore une fois, le fait que on n'est pas que 50 friqués qui sont plaisir le dimanche après-midi, c'est aussi plus facile de se dire j'ai poussé la porte de l'aéroclub et pour essayer, et pourquoi pas faire un vol de découverte, et puis peut-être après continuer sur une formation. Il faut surtout pas hésiter. On a la chance d'avoir ce maillage, il faut vraiment en profiter. Et souvent, ça crée des belles vocations par la suite. Oui, et puis en plus, je rajouterais qu'il y a aussi une vie de famille un peu qui se crée au sein du club, avec des activités diverses, des soirées diverses. Et il n'y a pas que le fait de voler. Enfin, moi, c'est ça que je trouve sympa, c'est qu'en plus, il y a une vie sociale qui se crée au niveau des clubs. C'est un milieu assez convivial aussi. On a des clubs où ils sont très conviviaux. Effectivement, il y a beaucoup de rencontres entre pilotes, d'échanges. Et ça, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Je dirais même que c'est quelque part quelque chose qui m'a le plus surpris quand j'ai rejoint mon club. C'est ce côté social que je pensais pas avoir, en fait. C'était une bonne surprise au final. Complètement. Complètement. Avant de te donner le mot de la fin, je voudrais que tu nous redonnes un dernier mot sur ta volonté de pousser et d'aller de faire de plus en plus connaître la FFA. Nous redonner un petit peu tes objectifs qui vont dans ce sens-là, dans le sens de nous faire plus connaître et nous faire plus comprendre vis-à-vis des particuliers. Écoute, on a 2 points. Donc on a un point, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plutôt politique et institutionnel, sur lequel il faut que nous, FFA, on puisse aller communiquer auprès des avec peut-être la DSAC, avec l'aviation civile, peut-être vers des collectivités locales, territoriales, pour leur expliquer ce qu'on fait sur nos aérodromes, à quoi sert un aérodrome. Aussi, un aérodrome, à l'heure actuelle, c'est un peu comme, je reviens un petit peu comme sur les avions tout à l'heure, je te disais, dans 30-40 ans, je ne sais pas quel sera l'avion type qu'on aura en aéroclub. L'aérodrome aussi, si on le ferme maintenant, peut-être que dans 30-40 ans, on aura besoin d'un aérodrome, parce qu'on aura peut-être des taxis volants, on aura peut-être des, des drones, des points de livraison, j'en sais rien, plein de choses. Et là, on est incapable de savoir comment ça sera dans 30-40 ans. Donc, fermer un aérodrome à l'heure actuelle, c'est hypothéquer les chances de développement de son territoire dans 30, 40, 50 ans. Donc, ça aussi, c'est des arguments que nous, la fédération, on doit amener à ces politiques pour leur dire, attention, ne fermez pas les aérodromes.
Ça, c'est un point essentiel. Et le deuxième point, c'est auprès du grand public et ça passe par la communication. C'est pour ça qu'on a beaucoup renforcé la communication sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour aussi capter la nouvelle génération et montrer aussi qu'on est un milieu ouvert et pas, comme on l'a dit, un milieu très réservé, un milieu élitiste. Donc ça, il faut qu'on casse aussi ces préjugés-là. Donc ça passe aussi par la communication sur les réseaux sociaux et sur les médias. Tout à fait. Ça, c'est les deux points essentiels sur lesquels j'essaye de faire avancer notre fédération, bien sûr. Bon, écoute, alors avant de te donner le mot de la fin, je sais pas si tu connais cette tradition qu'on a chez Pilote Podcast. Ouais. Il y a 10 questions flash que je pense. Alors, elles sont identiques à force. Les invités peuvent les connaître, mais c'est pas très grave parce que ça nous permet au moins de savoir un petit peu la réponse que chaque invité nous donne. Du coup, écoute, si tu l'acceptes, on démarre avec la première question. Alors, même si j'ai la réponse, mais est-ce que tu es Boeing ou Airbus ? Airbus, forcément. Forcément. Quand tu voles en tant que particulier, tu es plus vol de voltige ou vol promenade ? Promenade. Ok. Alors toujours en particulier, parce que dans le pro, effectivement, ça marche pas. Tu es plus vol GPS ou avec le VOR et la bonne vieille carte, le stylo et la gomme ? VOR et la bonne vieille carte. Ah ouais. Et ça, c'est mon côté rallyman, comme j'ai fait du rallye, c'est pour ça. À l'atterrissage, tu préfères le vent de face ou le vent de travers ? Vent de travers. Ah, ils sont tous joueurs. C'est plus technique. Oui, c'est vrai. Moteur ou réacteur ? Ou turbine ? Alors, on peut rajouter le troisième. C'est compliqué, ça. Moteur. Ok. VFR ou IFR ? VFR. Ok. Kiss landing ou hard landing ? Donc Kiss landing. Au sol ou en l'air ? En l'air. Seul ou accompagné ? Accompagné. Et avec ou sans moteur ? Plutôt avec moteur. Donc j'ai un instructeur qui me disait tout va bien tant que il me disait le pilote chauffe quand le ventilateur de devant s'arrête. Donc, s'arrête, oui, tout à fait. Ouais. Donc toi, moi, ça va. Moi, je préfère regarder, moi. Ouais, on a moins chaud, on est mieux. Kevin, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Merci vraiment pour le temps que tu nous as consacré à Pilote Podcast. Cet échange était très intéressant. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Et écoute, je te laisse le mot de la fin. S'il y a des choses qu'on a oublié d'aborder. Merci beaucoup Nicolas, merci de ce podcast. Et non, parce que je voulais juste finaliser, c'était de dire surtout si vous avez envie de franchir la porte d'un aéroclub, n'hésitez pas, vous allez avoir des gens passionnés qui vont vous accueillir. Et puis pourquoi pas un jour, vous serez à leur place et vous verrez peut-être dirigeant d'un aéroclub ou pourquoi pas dirigeant de fédération. Ouais. Et voilà. Et puis si vous décollez, vous allez peut-être comprendre pourquoi les oiseaux chantent. Voilà. Ah, mais c'est un super mot de la fin, ça. Voilà. C'est très bon. Alors, ne quitte pas. En tout cas, merci à toi, Kevin. Merci à vous, les auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux. C'est vrai que je le dis à chaque fois, mais il y a de plus en plus de monde qui écoute Pilote Podcast. Ça me fait très plaisir et ça nous donne envie et vocation de continuer. Merci à vous, les amis, et je vous retrouve très rapidement pour un nouveau podcast avec un nouveau sujet. Merci à tous et au revoir. Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue chez Pilote Podcast. Ici, c'est le podcast de ceux qui aiment, qui pratiquent ou qui sont passionnés d'aviation. Vous retrouverez tout ce qui concerne l'aviation, les clubs, les pilotes, les métiers de l'aérien sous forme d'interviews. Cet espace vous est également ouvert, alors n'hésitez pas et contactez-nous dès à présent par mail à pilote.podcast.contact@gmail.com.